Alors, il est 9h02. Nous avons un agenda, j'allais pas dire chargé, mais en tout cas assez appétissant pour que je lance cette activité de l'ACFAS, donc organisée par les fonds de recherche du Québec en collaboration avec Génome Québec et dont le titre est Bâtir l'acceptabilité sociale et citoyenne de l'accès et de l'utilisation des données de santé. Donc, merci à toutes et tous d'être parmi nous ce matin. Mon nom est Carole Jabé, je suis directrice scientifique pour le Fonds de recherche Québec Santé et je vais vous dire quelques mots d'introduction avant de vous laisser dans les mains de ceux que vous voulez réellement entendre, qui sont à la fois les citoyens, les experts, les étudiants, notre relève. Bref, je vais avoir l'occasion de vous le redire, comme je l'ai déjà dit, un menu bien chargé. Mais ces quelques mots d'introduction, je vais partager mon écran et je vais utiliser quelques diapositives pour positionner, repositionner le colloque que nous organisons aujourd'hui. Alors d'abord dire que ce colloque existe pas grâce seulement au FRQ, pas grâce seulement à Génome Québec. Ce colloque existe grâce aux personnes, et il y en a bien d'autres qui sont mentionnées sur cette diapositive et qui ont vraiment travaillé depuis plus d'un an maintenant à regarder qu'est-ce que ça veut dire de construire un agenda d'acceptabilité sociale et citoyenne? Qu'est-ce que ça veut dire partager ces données? Qu'est-ce que ça veut dire une utilisation secondaire des données? Et comment arriver surtout avec des actions concrètes en la matière? Donc, je ne passerai pas à travers toute la liste. C'est pour ça que je suis vraiment contente que tout le colloque puisse être enregistré. Vous pourrez vous familiariser avec ces noms et avec les contributions, mais j'en profite certainement pour les remercier. Il y a un individu et je vais devenir émotive et je m'en excuse, que je voudrais remercier tout particulièrement et qui est le professeur François Laviolette. Et je vais ici utiliser les mots de l'Institut en intelligence et données de l'Université Laval, qui en janvier 2022 a publié les mots suivants que vous voyez sur cette diapositive et qui décrivent professeur Laviolette et dont le titre est Un géant nous a quittés. Le 26 décembre dernier, ce professeur, ce chercheur, cet humaniste, ce collègue, ce mentor nous a quittés suite à un long combat contre le cancer. Et il nous a quittés avec un bagage qui est important et à qui nous voulions et nous tenions à dédier ce colloque. Donc, François Laviolette, c'est d'abord un passionné des mathématiques et un diplômé en mathématiques. Et comme rien n'était facile ou acquis pour François, ben, il a commencé sa carrière en voulant participer à la résolution d'un problème sur la théorie des graphes que je ne comprends absolument pas, mais dont je sais que c'est un problème vieux de 60 ans. Il a ensuite fait ce qu'il caractérise. Il a d'abord enseigné au collège, donc au collège Jean Brébeuf, donc à des étudiants, des étudiantes très tôt dans leur carrière, avant de rejoindre en 2002 le corps professoral de l'Université Laval. Là, il est rentré au département d'informatique et de génie logiciel et c'est là qu'il a eu la piqûre vers l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et il a fait tourner ce département vers ces thématiques-là. C'est sous son impulsion qu'ont été créés le Centre de recherche en données massives. Et il m'arrive d'avoir dans mes diapositives le point où nous sommes arrivés de l'analyse massive des données massives. Donc, j'ai une affection particulière au titre de ce centre. Il a participé à la création de l'Obvia,
observatoire qui est si important pour nous pour regarder un petit peu les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et de son développement. Il a participé à la création également de l'Institut dont je cite les mots aujourd'hui, donc l'Institut d'intelligence et données. Mais François, c'est aussi quelqu'un qui très rapidement décide de comment est-ce qu'il veut utiliser, manipuler, contribuer à cette intelligence artificielle. Et ce qui l'intéresse, lui, c'est l'interprétabilité et l'explicabilité de l'IA. Il choisit donc des domaines où on va pouvoir mieux intégrer, mieux utiliser l'IA. Et ce sont les domaines où l'humain est engagé réellement dans la boucle de décision. Donc les domaines de la santé, les domaines de l'aéronautique, les domaines de l'assurance. Et on retrouve ici ce que je vais mentionner à plusieurs reprises, qui est cette fibre humaniste et cette volonté de lier absolument la technologie à l'humain. Ça se caractérise dans les programmes de formation, de transfert de connaissances qu'il a mis en place. J'ai mis ici le programme Foncé parce qu'il est en sciences des données responsables et en santé. J'aurais pu en citer d'autres comme Nova Science, qui est lié à la formation en intelligence artificielle et à la science des données. François, c'est quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui était, je l'ai dit, il nous a quittés, généreux à tel point que quand il a été touché par la maladie, ben, il a mis à contribution ce défi auquel il avait à faire face pour en faire quelque chose de positif et montrer que faire équipe avec des patients partenaires est extrêmement innovant pour être capable de faire évoluer notre domaine de la santé et notre domaine des technologies. Alors, il y a mis toute son énergie et c'est comme ça qu'en fait, François Laviolette et moi-même, on s'est rencontrés. C'est autour de la table intelligence artificielle et santé du scientifique en chef, où il a agi en tant qu'expert dès le début en 2019 et jusqu'à la toute fin en décembre 2021. Et il agissait ici à la fois en tant qu'expert, à la fois en tant que patient partenaire pour nous montrer, nous indiquer, nous rappeler qu'ouvrir les données en santé à des fins de recherche était un élément clé pour le bien-être de la société. Difficile de l'oublier, difficile d'en faire abstraction. Encore une fois, je pense qu'il a participé à 11 ou 12 rencontres. C'est 11 ou 12 fois où il a tapé sur ce clou-là avec le marteau de la conviction. Toujours ouvert aux nouvelles idées, toujours ouvert aux nouvelles collaborations, mais surtout, toujours à l'écoute. Et c'est là un enseignement que je pense qu'on peut tous avoir, c'est en écoutant. Et c'est vrai également de ce colloque aujourd'hui sur l'acceptabilité sociale que nous sommes réellement capables d'avancer. Alors, je l'ai dit, François a participé jusqu'en décembre 2021 à la table du scientifique en chef et pour être très précis, jusqu'au 16 décembre 2021 et je rappelle, il décédait le 26 décembre. Et à cette table, il nous a confié une orientation, une direction, et c'est ce legs-là que nous nous employons aujourd'hui et que nous nous engageons dans le futur à faire avancer. Ce legs, ce qu'il nous a demandé, ce qu'il voulait, c'était que nous participions à la construction de ce qu'il a appelé un pacte social pour lequel il a mis des adjectifs, qu'il soit sain, qu'il soit serein, qu'il soit capable de mettre en exergue la richesse collective que représente la donnée, un pacte pour lequel il doit y avoir une confiance, mais aussi une transparence qui s'appuie sur une littératie numérique qui est suffisante avec une interprétabilité. Alors, je vous demanderai tous, toutes, aujourd'hui, dans le futur, qu'on se réunisse comme savait le faire François et il savait nous mobiliser
pour qu'on soit capable de livrer ce pacte social. Merci pour lui. Quelques mots d'introduction encore. Je vais nous ramener un petit peu en arrière dans le temps, pas si longtemps que ça, pour dire d'où partons-nous et où sommes-nous. Alors, hyper rapidement, quelques mots pour dire que nous vivons très définitivement une accélération et qui est inéluctable. Là, on ne reviendra pas en arrière de la transformation de nos soins et services. Puis ça se fait par toutes sortes de mots, promotion, prévention de la santé, télémédecine, médecine de précision, intelligence artificielle, peu importe ces mots-là, notre capacité à réussir cette transformation, et Dieu sait qu'elle est importante pour notre santé durable, donc quelque chose qui va au-delà de notre réseau de la santé, il y a une condition qui est essentielle, qui est l'accès aux données de santé. L'accès aux données de santé, et ça aussi vous m'avez déjà entendu le dire, plusieurs d'entre vous, extrêmement souvent, il est dans l'ADN des FRQ et dans l'ADN du scientifique en chef Rémi Quirion depuis des années. Dès 2015, mais je dirais même avant ça, avec le travail de Mylène Deschênes, et ça exclut la personne qui vous parle, je n'étais pas là à ce moment-là, écrit beaucoup d'orientations, beaucoup de mémoires pour dessiner ce qui nous paraissait être les meilleures façons, les meilleures pratiques pour qu'on soit capable d'avoir une utilisation secondaire des renseignements personnels à des fins de recherche, le tout visant le bien public, l'utilité publique. Puis vous avez ici un certain échéancier de tout ce qui a été produit, le dernier mémoire en date étant celui touchant le PL19 sur les renseignements personnels en matière de santé. Et ce qui ressort, et cette diapo-là le synthétise de l'ensemble de ce travail, de l'ensemble de cette réflexion, c'est qu'il fallait changer de mode et nous nous y employons, je dirais, au cours des dernières années, passer de la zone rouge interdite qui était notre façon de faire, la ceinture, les bretelles, le parachute et que sais-je encore, où il fallait absolument protéger les renseignements personnels, ce qui se traduisait par une restriction de l'accès aux données dans un monde où les données étaient disséminées, pour passer dans, oui, toujours la protection des renseignements personnels, mais avec une permission de l'utilisation à des fins de recherche, moyennant un contrôle rigoureux des données, mais un accès qui était à ce moment-là admis, le tout dans une architecture digne d'une architecture du XXIe siècle. Pour être capable d'avancer dans cet agenda et les principes directeurs, nous avons eu et nous avons toujours un allié de poids qui est la table nationale des directeurs de recherche, table nationale du réseau de la santé, la fameuse TNDR, dont on parle assez souvent dans beaucoup de tribunes. Donc la TNDR, en fait, regroupe 25 établissements de santé et services sociaux, leur direction de la recherche, et le mandat vous est exposé sur cette diapositive. C'est grâce à cette mobilisation de cette table nationale de directeurs de recherche et grâce au financement du ministère de l'Économie et de l'Innovation que nous avons pu entreprendre dès 2018 sous le leadership du CHUM, mais également de ses collègues, avec l'appui des fonds de recherche du Québec, l'appui des deux ministères M3S et MEI, entreprendre le projet d'accès aux données, dont l'objectif était d'accroître la capacité de recherche et la génération de nouvelles connaissances en organisant et en facilitant le traitement des données de santé, ce qui passait par un accès accéléré, à la fois dans le cadre législatif actuel, mais aussi en contribuant à faire évoluer nos cadres législatifs, avec trois sous-objectifs très clairs et trois groupes de travail très clairs qui sont mentionnés ici, l'organisation des données, leur interopérabilité et les cadres de gestion. Puis pour ça, on a fait ce qu'on fait souvent dans notre milieu, on s'est doté de groupes de travail qui ont eu des avancées majeures.
On sait maintenant qu'on a des entrepôts. On a eu des projets pilotes étant capables de connecter les entrepôts entre eux. On avait un comité de gouvernance qui a travaillé sur des cadres de gestion avec une recette qui existe, qui a été publiée, que vous pouvez retrouver. Et dans notre groupe de travail, on avait lié ensemble la gouvernance et l'acceptabilité. Puis c'est là que nous avons eu une prise de conscience et que je pourrais dire, nous nous sommes trompés parce qu'il ne fallait pas mettre sous le même vocable la gouvernance des données et l'acceptabilité sociale quant à l'utilisation des données. Nous aurions dû constituer un quatrième groupe de travail parce que l'acceptabilité en soi est tout un chantier. C'est ce chantier-là auquel nous nous sommes attelés il y a maintenant de cela 1 an avec plusieurs des personnes que j'ai nommées au début de cette introduction. Donc, les notions avec lesquelles nous avons réfléchi tous ensemble, que nous avons manipulées, c'est de dire qu'en fait, l'acceptabilité sociale, ce n'est pas une seule chose, c'est un ensemble de choses, c'est un ensemble de concepts qui passent d'abord par une vision, une opinion collective et l'inclusion des différentes perspectives telles que professeur Laviolette pouvait nous y encourager, mais aussi un soutien éclairé, un soutien informé de la population qui va jusqu'à son engagement. Ce n'est pas quelque chose qui doit être passif, c'est quelque chose où on doit viser une participation citoyenne, le fameux contrat social qui passe par des règles, des normes en matière de protection de l'information, d'information sur ces données et de consentement. Être capable de discuter de l'équilibre qu'on doit trouver entre le risque et les bénéfices espérés. Puis si on veut trouver cet équilibre, encore faut-il être capable d'en parler. De la transparence, de la confiance, de l'autonomie, qui sont des mots qui reviennent souvent. Et savoir aussi que l'acceptabilité sociale n'est pas quelque chose qu'on a au tenté. Nous ne sortirons pas de cette conférence aujourd'hui en se disant « ça y est, on a compris ». C'est quelque chose qui est évolutif et qui évolue en même temps que la société et qui doit s'appuyer sur la compréhension de cette évolution de la société. Alors, je vous l'ai dit, on utilise notre recette souvent. Nous, ce qu'on aime, c'est des groupes de travail parce qu'on est à ce moment-là capable de mélanger des expertises. Donc, on a mis en place un groupe de travail. Puis, le groupe s'est concentré sur l'action. On ne voulait pas juste penser, on voulait être capable d'agir puis d'avoir des actions tangibles. Alors, on s'est fixé trois objectifs. Le premier, c'était de dire, il faut que cette acceptabilité citoyenne elle soit construite en filigrane des stratégies gouvernementales qui traitent de l'utilisation des renseignements personnels. Autrement dit, c'est bien d'avoir des lois, c'est bien de vouloir mobiliser les données, mais il faut embarquer les citoyens et les citoyennes avec nous. Ce qui nous amenait dans un deuxième volet où on s'est dit, pour faire ça, il faut qu'on se dote d'une trousse d'outils pédagogiques qui vont permettre de faire de la sensibilisation, de l'éducation et de la participation. Il faut aussi qu'en termes de communauté de recherche, et pas seulement communauté de recherche, mais aussi communauté de gestionnaires, communauté d'utilisateurs des données, que les centres d'analyse des données se dotent aussi de bonnes pratiques, pas juste en termes d'accès, mais également en termes d'acceptabilité sociale. Alors, je ne vous emmènerai pas ici dans les avancées de ces travaux-là, mais ces travaux ont avancé, on a des livrables, et puis je suis sûre qu'au cours de la journée, vous allez en voir plusieurs. Alors, le colloque aujourd'hui, qu'est-ce qu'il doit nous permettre de faire? On espère nous permettre de répondre à plusieurs des questions qui sont listées ici. Quelles sont les préoccupations? Quelles sont les attentes des citoyens et des citoyennes? Qu'est-ce qu'on comprend du lien de confiance avec ces citoyens concernant l'utilisation secondaire des données? Quels sont les outils, les méthodes qu'on doit mettre en œuvre, qu'on doit déployer pour bâtir le pacte social qui nous a été confié par professeur Laviolette. Et puis, et ça, je pense qu'il faut y penser, il n'y a rien qui arrive gratuitement dans la vie, ça prend de l'énergie, ça prend de l'huile de coude. Quelles sont les ressources qui sont requises
pour entamer puis pérenniser ce chantier. Alors, pendant le colloque, il y a 6 temps forts. Et puis, vous pouvez rater des choses aujourd'hui. Ce n'est pas si grave parce qu'il va y avoir du temps pour y revenir. C'est pour ça que nous enregistrons les différentes interventions. C'est aussi pour ça que plusieurs des tables rondes ont déjà été préenregistrées et vous pourrez y revenir, les re-regarder, écouter des petits morceaux, vous en inspirer. Alors, une table ronde citoyenne, on ne peut pas ne pas avoir les citoyens, les citoyennes dans cette manifestation aujourd'hui. Ce serait comme complètement paradoxal, hein. Nous accueillerons aussi des amis belges, l'équipe de Scienzano, qui va nous partager comment est-ce que justement ils ont embarqué les citoyens, les citoyennes dans le débat et dans l'élaboration de différents projets de recherche. Une table ronde étudiante, bien important pour nous. Les étudiants, c'est notre relève en tant que chercheurs, chercheuses, c'est notre relève en tant que citoyens, citoyennes, en tant qu'utilisateurs, utilisatrices. Donc, où sont-ils? Que comprennent-ils de ça? Où est-ce qu'ils nous amènent? Encore une fois, réfléchissons dans une perspective de futur et pas seulement de passé. Nos experts se sont exprimés, nos experts chercheurs dans le domaine de la santé, mais aussi nos experts dans d'autres domaines. Personne n'est expert dans tout. Il est absolument essentiel d'asseoir autour de la table des philosophes, des anthropologues, des épidémiologistes, des sociologues, des mathématiciens et toutes sortes d'individus qui, en confrontant à la fois leur expertise, leur connaissance, leur perspective, leur passé, vont être capables de nous faire avancer. Et nous sommes très chanceux d'avoir aujourd'hui quelqu'un qui nous accompagne, Pierre-Luc Desiel, et qui a accepté le mandat complexe, et on l'en remercie, de faire un petit peu une synthèse de l'ensemble des échanges, synthèse qu'il pourra venir partager avec nous tout en début d'après-midi. Comme je l'ai dit, si on manque des choses, ce n'est pas si grave. Les 3 liens qui sont là vous seront partagés. C'est là où vous pourrez retrouver de l'information sur ce qui vous aura été dit aujourd'hui et notamment les différentes vidéos. Et sans plus tarder, je pense qu'il est absolument indispensable d'aller écouter non pas ce que les FRQ pensent de l'accès aux données ou de l'acceptabilité sociale, mais bel et bien ce que nous tous, nous pensons, citoyens, citoyennes, de ce que ça veut dire partager ces données santé, ces renseignements personnels. Et je laisse la place à ma fidèle collaboratrice Cécile Petitgand, qui, avec la collaboration de PH Design, nous a monté ce petit Vox Pop. Cécile, la parole est à toi. Merci beaucoup, Carole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour justement clore cette introduction, lancer les discussions et les tables rondes des conférences d'aujourd'hui, on vous propose de découvrir les résultats de notre Vox Pop. Comme l'a dit Carole, il a été élaboré en collaboration avec toute l'équipe de l'agence PH Design. Donc, je vois certains représentants aujourd'hui et que je remercie vraiment chaudement. Allons-y. Bonjour, je suis Cécile Petitgand, je suis à la Place des Arts de Montréal pour aller à la rencontre de citoyennes et de citoyens et parler données de santé. Donc, qu'est-ce que c'est les données de santé, comment on les utilise et quelles précautions prendre pour l'utilisation pour des fins de recherche. Voilà ce qu'on demande aux citoyennes, aux citoyens de Montréal. Alors, pour les fins de la vidéo, on a parlé de renseignements médicaux, mais aussi de données de santé, pour que ça soit intelligible, compréhensible par toutes et tous. C'est parti! Pour vous, quelles sont les utilisations qui sont faites des renseignements médicaux? C'est à moi, c'est mes données. C'est pas à vous, c'est pas à quelqu'un d'autre, c'est à moi. Si j'autorise le partage, moi, mon médecin de famille peut avoir accès à mon dossier de l'hôpital. À partir du moment où je donne accès à ça, ben moi, je pense que j'autorise
qu'on l'utilise dans ce cadre-là. Actuellement, d'où je viens, ils sont collectés dans une base de données qui est gérée par l'État. On appelle ça une assurance maladie. Peut-être dans le but d'améliorer des traitements ou des analyses. Les chercheurs et les chercheuses du Québec ont besoin d'avoir accès aux renseignements médicaux pour faire leurs recherches. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous évoque? Ça doit se faire, je dirais, après le consentement de la personne. Ça demande un consentement vraiment pour avoir accès à ces informations. Elle doit avoir son consentement avant de toucher des renseignements médicaux. Ça prend une crédibilité. Et je ne sais pas si on l'a. J'imagine qu'il y a des gens qui sont crédibles, mais il y a toujours un côté négatif. Ça me dérange. Ben non, je pense que c'est dans l'ensemble, comme pour avoir plus de renseignements, plus d'idées. Je crois que ça peut être un bon jumelage. Je pense que c'est bien qu'ils aient des informations appropriées à la réalité des choses. Donc, en termes de confidentialité, je pense que les informations peuvent rester anonymes, mais qu'ils aient les bonnes statistiques sur les informations dont ils ont besoin. Moi, je sais que je fais affaire au CHUM et j'ai signé comme de quoi je participais à une recherche, mais là, je suis consentante. À partir du moment où je suis consentante, j'ai pas de problème. Mais si c'est utilisé sans mon consentement, là, j'ai un problème. Moi, je préférais que ce soit personnel et à la discrétion de tous et chacun. Je pense que c'est une bonne solution, en fait, parce que c'est sûr que les essais cliniques, ça peut être long. Donc, s'ils ont accès déjà à des banques de données, ça peut accélérer la recherche. S'ils ont accès à ces informations et on les donne de manière, en fait, que les personnes apparaissent de manière anonyme, ça ne me pose pas de problème. Et selon vous, quels sont les avantages d'utiliser les renseignements médicaux à des fins de recherche? Pouvoir faire une recherche dont l'application est plus appropriée à la réalité et qu'il se base sur des hypothèses qui soient mieux vérifiables, mieux basées sur ce qui se passe vraiment. Quand c'est autorisé, j'ai rien contre. Moi, du moment où ça peut amener la recherche plus loin et faire en sorte que chaque patient est bien soutenu ou il y a la médication qui va avec le profil de ce qu'il a. Moi, au contraire, je trouve que c'est positif. Faire progresser la science, trouver un remède pour une maladie, voilà. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas mettre sur le marché si on n'a pas fait les tests au préalable. Et ces informations-là pourraient peut-être permettre d'avancer un peu plus dans la découverte de nouveaux médicaments ou toute autre chose. C'est faire avancer la science. Ça va faire avancer la manière de guérir les maladies, pourvu que, évidemment, que ça soit impersonnel, oui. Est-ce que vous avez des préoccupations vis-à-vis de ça? Ça me préoccupe absolument pas. À part le fait que si j'apprends que tous mes données médicaux sont partis et que des hackers les ont pris et que les ont vendus à qui c'est quoi, au DNA A23, je sais pas quoi, là je serais fâché, mais sinon j'ai rien à foutre. Nullement, non, je n'ai aucune préoccupation. Si ça va aider à la recherche et développement, ça me dérange nullement. Si la recherche permet de développer des médicaments dans le du bien-être humain, il n'y a pas de problème. Sauf s'ils l'utilisent pour commercialiser ou pour des fins mal pour moi. Si c'est seulement pour analyser les groupes sanguins, tant de personnes à tel âge, ça, je pense qu'ils l'ont déjà. Mais au niveau des maladies, ouais, ça dépend comment le travail est fait. Mais ça, je ne connais pas leur job, je ne sais pas, aucune idée. Absolument, il faut qu'il y ait un système de sécurité à toute épreuve. Pas n'importe qui peut s'en servir. Comme je disais tantôt, les compagnies d'assurance, non, vraiment pas. Il faut que ce soit encadré. Il faut que ce soit encadré par des personnes indépendantes, des organismes indépendants qui ne dépendent pas d'un État ou d'une industrie. Comme ça nous permettra d'assurer que les informations qui sont données sont utilisées de manière, comment je peux dire, de manière morale.